Et puis la ville, elle nous ressemble un peu, c'est-à-dire que c'est un paradoxe, à la fois très turbulente, pas toujours aimée, un peu critiquée, un peu excentrique, un peu mauvaise fille, ça c'est un peu moi. Et puis après, la corniche, les beaux endroits, la beauté, la mer, ça c'est Caroline. Non, mais disons que le paradoxe de la ville, c'est un peu le paradoxe de Franca. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Alors bonjour, je m'appelle France, j'ai 54 ans, je vis à Marseille depuis la naissance. Je suis d'origine corse et à part Marseille, je connais pas grand-chose. Et voilà, je suis céramiste depuis 6 ans. J'ai passé mon CAP à Aubagne. Et avant ça, j'ai fait des études d'architecture, de management et de communication. Et je suis responsable communication pour un groupe qui gère des établissements de santé en parallèle avec la céramique. Donc, je fais des journées de 12 heures en moyenne. Et je travaille un peu le week-end. Et Caroline. Et donc moi, Caroline, moi je suis née à Ajaccio. J'ai grandi dans un tout petit village à 1 heure de là jusqu'à mes 14 ans. Après, je suis descendue vivre sur Ajaccio parce que le lycée devenait trop loin en voiture chaque jour. Donc j'ai passé 3 ans sur Ajaccio. Et à mes 17 ans, j'ai décidé de m'enfuir un peu pour voir ce qui se passait ailleurs. Ma mère n'a pas trop eu le choix, mais voilà, j'ai passé mon bac sur Marseille et je vis depuis donc 17 ans sur Marseille aussi. Et j'ai fait des études dans le marketing. J'ai passé une année un peu sabbatique au Canada, et je suis revenue à Marseille. Et donc après ces études et ce travail dans le marketing, je me suis lancée en céramique il y a 6 ans aussi, en même temps que France, et on a créé le Franca, donc l'atelier Franca il y a 5 ans. On a fêté nos 5 ans dernièrement, et je crois que j'ai tout dit. Comment vous vous êtes rencontrés ? On est amis avant d'être associés, et une amie en commun nous a présentés. Il a fallu que je me présente une dizaine de fois à France avant qu'elle se souvienne de moi. Et la 10e fois, je me suis dit, c'est la dernière fois que je me présente, après elle ira ailleurs, parce que vraiment, j'étais un peu saoulée. Parce que déjà on n'est pas en rapport d'âge. Moi j'ai 54 ans, donc quand on se croisait, je la remettais pas de suite. Voilà, bon, je sais pas pourquoi. Pourtant elle est remarquable, hein, mais bon voilà. J'avais d'autres préoccupations à l'époque. J'étais un peu tête en l'air. D'ailleurs c'est ce qui me caractérise un petit peu. Je suis la partie un peu tête en l'air et fantasque et artiste entre guillemets de Franca. Et Caroline, c'est plus... Vas-y, je te laisse continuer. La rigueur, le courage, la détermination, l'application. Wow. Oui, voilà. C'est ça qui fait vraiment que Franca a une double personnalité. Comment est né Franca en fait ? Est-ce que c'est suite à cette rencontre ? Un ami en commun nous a offert des cours de céramique pour nos anniversaires respectifs. Il y a du coup plus de 6 ans de ça, et c'était avec sa maman qui s'appelait Maggie Champsor, qui est décédée aujourd'hui, mais qui nous a formés au départ à ça, et on allait tous les soirs dans son atelier pour justement apprendre. France a fait ce CAP de céramique qui lui a
permis d'avoir ce diplôme, mais moi je suis assez autodidacte, du moins Maggie m'a appris une base et après le reste je l'ai appris quasiment toute seule et après un peu avec France aussi. Et du coup un jour durant cette année, on a travaillé, on a fait plein d'expériences en céramique parce que comme disait Maggie, il faudrait plusieurs vies pour connaître toutes les techniques, donc on a touché à tout. Et un jour, on faisait des réalisations qu'on postait sur nos Instagram respectifs. Et un jour, une amie nous a proposé de faire des assiettes pour son restaurant qu'elle allait ouvrir dans le petit village de la Capte à Hyères. Un restaurant qui s'appelle le Café Bohème et on lui a fait 50 assiettes. 70 assiettes, toutes différentes avec des napperons vintage que l'on avait achetés sur le marché à Ajaccio. Pour certains. Qu'on avait récupérés dans nos familles puisqu'on est issus de familles corses où il y a un peu ce côté suranné avec les voilà. Et on a fait ces assiettes et le restaurant existe toujours. Bon, les assiettes, il y en a quasiment plus parce que bon, depuis elles ont bien vécu. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je me sentais comme toujours, comme beaucoup de femmes, de pas le faire toute seule. Et c'est surtout que au départ, on n'avait pas d'atelier, on était chez Maggie et donc on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande et Maggie avait dit OK, 70 assiettes mais pas une de plus. Voilà, donc on a fait FISA les 70 assiettes et on cherchait un nom. Et on s'est dit non, avant de faire FISA, on cherchait un nom, on s'ait dit comment on appelle on va signer nos assiettes, parce qu'il faut signer à tout prix nos assiettes. Et donc et on a hésité avec un nom à consonance corse parce que étant toutes les deux corses, enfin elle du nord, moi du sud, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et finalement Franca parce que France et Caroline donc qui fait Franca, c'est un prénom, enfin c'est le diminutif de Francesca donc Françoise en français et qui est un peu un prénom d'une fille du sud un peu comme nous et qui était joli qu'on n'entendait pas trop enfin qui est plutôt italien ou corse donc du coup Franca c'est pas un prénom qu'on entend beaucoup et voilà et on s'est dit c'est la solution et c'est ça. Et Franca, donc c'est France qui a dessiné le logo à l'époque. On avait fait ça un peu à l'arrache. Enfin, de toute façon, tout est fait un peu à l'arrache chez nous, mais non, c'est pas à l'arrache, c'est instinctivement. Ok. Artisanalement. Voilà. Et donc on est rapide, c'est comme ça. Et donc voilà, et tout est parti comme ça. Et on a fait ces 70 assiettes. Et après ça, on s'est dit ok, il nous faut un atelier. On va essayer de commencer à produire et on avait toutes les deux notre job et on se retrouvait tous les soirs, tous les week-ends pour produire en fonction de ce qu'on avait comme commande. Et après, est-ce que le confinement c'est arrivé après Après. Donc en septembre, après les vacances, on se dit bon, il faut qu'on se trouve un lieu parce que maintenant on commence à avoir des commandes, on commence à on en avait marre de produire dans nos appartements, d'aller cuire chez d'autres céramistes, ça devenait vraiment très compliqué. Donc on s'est acheté un four et on s'est installé. On a de la chance. Mon fiancé, Numa Gortan, architecte, qui vit à Hyères et qui a par chance un endroit à Saint-Just, un genre de hangar avec une petite baraque de fond de jardin. Et on a installé, on a nettoyé en un week-end, on a monté les étagères, on a installé le four. Et c'était 25 mètres carrés au 28, début. Ouais, 28 mètres carrés. Comme ça. Donc c'était le top. Ouais. Voilà. On avait 100 mètres carrés de jardin, donc c'était cool. À Saint-Just, bon voilà, c'est un quartier sympa, mais bon voilà un peu excentré, mais quand même pas si loin. Pratique surtout pour se lancer. Bien pratique. Parce qu'on n'avait pas de loyer à payer. On n'avait pas de loyer, donc déjà il y avait pas de charge. Et quand on est artisan, ça nous sauvait. C'est surtout qu'on savait pas où on allait quoi. Et après est arrivé le confinement. Pendant le confinement, moi, je venais en loose day tous les jours. Je mettais 20 minutes à pied, puisqu'on avait, je sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait plus le droit de prendre la voiture, on n'avait plus le droit de... Si, on avait le droit de prendre la voiture. Je venais pas à pied de Saint-Just. Moi, je venais à pied. Elle venait du matin au soir. Après, on travaillait à l'atelier. Ça nous a permis quand même d'expérimenter pas mal, de faire des productions. Et ça nous a permis aussi de nous retrouver toutes les deux vraiment ensemble beaucoup quoi. Plus d'apprendre à se connaître vraiment parce que l'amitié c'est pas le travail.
Donc on peut être des très bonnes amies, mais pas des bonnes associées, ou inversement. Il y a des gens avec qui je travaille, je les supporterai pas en tant qu'amis, et ce sont des gens avec qui je travaille bien. Voilà. Donc là, il fallait s'apprivoiser. Et on a travaillé, et puis Caroline... Et puis à la fin du confinement, moi j'ai repris mon travail, et je comptais changer un peu de voie, et enfin changer de société surtout, sauf que le poste que j'avais eu en tête a finalement été gelé, et je me suis dit j'ai envie de voir autre chose, et j'ai passé 5 ans dans ma boîte et j'ai envie de faire autre chose, et en fait j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir 2 ans de chômage, de me tester pendant 2 ans, de connaître mes capacités de production, de pouvoir répondre à la demande du client, parce que Franca, ce n'est que on n'a quasiment pas de stock, donc on travaille surtout à la commande. Donc le process de Franca, c'est de créer une pièce, on la shoot, on la poste sur Instagram, parce que vraiment notre outil principal c'est Instagram. On n'a pas de site internet, dans le sens tout à l'heure quand je disais on est un peu à l'arrache, c'est bien la suite. Non, on a inventé une façon. Enfin, inventé, on n'a rien inventé. Mais... si, des gens qui vendent comme on vend nous, sans site, sans revendeur, enfin quasiment pas de revendeur, sans communication particulière. On n'a pas d'attaché de presse, on n'a pas d'agent, on n'a rien. On a juste nous. Et c'est Instagram, et c'est la magie quand même de cet outil gratuit. Il faut quand même le souligner. Et si tu t'en sers bien, et souvent les artistes et les artisans, ils ont cette problématique. Ils ont l'impression de se fourvoyer par la communication et surtout par les réseaux sociaux. Nous, venant de la communication, on communique comme on respire. Donc, cet outil, on l'a vraiment utilisé, et on a essayé de rendre notre compte, notre fil agréable, alimenté régulièrement. On fait vraiment attention à l'image, à la qualité des images qu'on va poster, de bien référencer les personnes qui voilà, tous les gens qui travaillent avec nous. Et ça, c'est important parce que c'est quand même un outil qui est professionnel, même s'il est gratuit. Et il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup maintenant. Alors, il y a 6 ans, on était pas trop nombreux sur Marseille à faire de la céramique, mais quand même dans le monde pas mal, et en France, à Paris quand même beaucoup. Maintenant, beaucoup de céramistes parisiennes sont venues dans le sud ou ailleurs en France, mais on peut travailler à distance quand on fait de la céramique. Et c'est vrai que en utilisant cet outil, on a pu développer notre Franca. Voilà, je pense et c'est là qu'on a quand même eu des contacts presse, parce que c'est grâce à Instagram. Oui, c'est grâce à Instagram, mais de par notre marque, c'est aussi notre duo. C'est aussi très rare d'avoir des duos en céramique. Donc, à l'époque, ça l'était pas, parce que à l'époque des Caprons et tout ça, c'était un duo, mais c'était un couple. Nous, on est un duo, une famille, mais comme les Ravel, des sœurs, ou des familles entières, les Figuères, ou quoi que ce soit. Des frères, mais nous, des amis. Déjà, il faut s'entendre. Et puis surtout l'âge. Quand même, le style aussi. 20 ans d'écart, le style. Puis maintenant, même notre façon de vivre, puisque moi, je travaille toujours, j'ai des enfants, j'ai une vie vraiment de femme de 54 ans, et Caroline a une vie de femme de 34 ans. Donc, il faut s'accorder, se réguler, parce que moi, je vais pas au même rythme, même si je suis une force de la nature. Mais voilà quoi, c'est tout ça, ça se régule, et c'est vrai que les 1 an et demi de confinement, enfin de Covid, ont fait que ça nous a permis de nous développer. Comment on reconnaît une pièce Franca ? Alors, en général, terre-mêlée. Oui, terre-mêlée, c'est vraiment notre signature. Naturel. Moi, j'ai assez peu de couleurs. Vraiment, quand on voit autour de nous, là, il y a pas. J'ai vraiment un problème avec la terre mêlée. C'est-à-dire que depuis toute petite, dès que je faisais un marché, si je faisais un marché potier, la seule pièce que j'achète avec du recul, c'est une terre mêlée. Oui, il faut dire que la terre mêlée, c'est vraiment une pratique ancienne. Ancienne, mais en tout cas, c'était un peu même has-been, je dirais, quand on a commencé. Vraiment. C'est-à-dire que Mais c'est moi qui étais très insistante et qui aimais tellement ça que je voulais Mais on a absolument réussi, faire. je crois, par nos formes, par notre style,
à le californiser, je sais pas, à le marseiller. À le relancer un peu, à le oui. relancer, Après, ouais. en fait, c'est une technique qui vient d'Apt et à Apt, ils ont vraiment leur propre technique, ils font leur boudin. Enfin, il y a vraiment des étapes importantes. Moi, j'ai un peu squeezé ces étapes-là. On a enlevé des couleurs aussi. On a gardé que blanc, terracotta, noir. Alors que la Termelia Apt, elle est plus colorée. Oui, mais parce que déjà, moi, j'adore la couleur de la terre et c'est pour ça qu'on a mis du temps à utiliser de l'émail coloré. En tout cas, aujourd'hui, après 5 ans d'exercice entre guillemets, j'arrive à plus intégrer la couleur, mais c'est vrai que la terre mêlée, je trouve ça tellement beau que j'ai pas besoin d'intégrer autre chose. Les motifs de mélange sont toujours différents, donc la pièce, de par ça, elle est unique, même si on a tendance à faire des formes, je dirais, simples, assez géométriques, enfin, des choses assez simples. Mais ce qui fait vraiment ce qui fait Franca, c'est quand même le naturel et la terre mêlée. Et après, il y a la version France. Voilà. La version France, qui est plus tournée vers le dessin, donc voilà. Et le brouillon, c'est-à-dire que quand tu vois un vase ou une pièce mêlée par Caroline, ça va pas être la même chose si c'est France qui l'a mis. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je modèle très peu. Aujourd'hui, après 5 ans, c'est vrai que moi, je produis, on va dire, à 90%, mais toute la partie plutôt artisanat, dans le sens où quand on a des séries, on a des assiettes, on a plusieurs appliques à sortir, plusieurs luminaires, X pièces. C'est surtout moi qui les produis, surtout parce que aujourd'hui j'ai arrêté de travailler, donc c'est mon travail à plein temps. Et France, elle est plutôt sur du one shot, sur une pièce unique, parce que déjà ça. Parce que je suis incapable de faire 2 pièces identiques. Ça, c'est vraiment une spécificité. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de faire 2 pièces différentes. C'est pas donné à tout le monde de faire 2 pièces identiques. Vous voyez, c'est un peu. D'où la différence entre nous deux. Non, mais c'est la différence entre nous deux. C'est moi, j'ai toujours tendance à dire que France est plus d'artiste que moi, je suis artisan. Ce qui n'enlève pas l'un à l'autre, mais en tout cas, c'est ça qui fait notre complémentarité. C'est ça qui fait notre complémentarité, et c'est surtout que c'est son expérience aussi, parce qu'on a quand même 20 ans d'écart, et aujourd'hui, en termes de culture, en termes de plein de choses, France c'est quand même assez fou. Ses connaissances sont assez folles, et son grain de folie aussi. Moi, on m'a disait au départ que j'étais très minutieuse, très ci, très là, que j'avais de la rigueur. Elle a pas ça, mais elle a plein d'autres choses et qui font que, en fait, cette différence crée cette complémentarité et fait que Franca ne serait pas Franca si on n'était pas ensemble. Et Franca, voilà, et ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'on est toutes les deux. Si on n'était pas ensemble, ça ne serait pas du tout ça. Vraiment pas. Moi, j'ai en tête ces 2 vases qui s'entremêlent. Le Jules et Jim, je crois. Est-ce que c'est votre produit phare? Oui, c'est notre produit phare. C'est absolument. Si ça pouvait être notre pipistrelle, on serait riche. Non, c'est une rambarde que je voyais tous les jours quand j'allais travailler. Boulevard Perrier. Et un matin, et pourtant pendant 5 ans, je suis passée tous les jours devant cette rambarde, je ne l'ai jamais captée. Et ce matin-là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc trop beau, accroché à cet immeuble trop moche. Et je suis arrivée à l'atelier, j'ai dit à France, j'ai vu un truc, il faut absolument que j'essaye de le monter en vase et d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que oui, la symbolique de ce vase est tellement en lien avec nous deux, déjà en termes d'amitié, mais après ça peut être une symbolique d'amour, ça peut être plein de choses à la fois. Oui. Et oui, donc le Jules et Jim, on l'a appelé Jules et Jim du coup. Parce que déjà on adore ce film et la symbolique du trio amoureux, mais aussi de l'amour, voilà. Ça c'est important le nom pour une pièce aussi. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de ce lieu? On est dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez le décrire aux gens qui ne le voient pas? Alors, ce lieu, on s'y est installé il y a 2 ans bientôt. C'est un ancien garage. On devait quitter le petit atelier où on était à Saint-Just et on a commencé à chercher. Et France a trouvé ce lieu sur le Bon Coin. Et en fait, Mais le charme de Caroline a opéré parce qu'à moi ils m'ont dit que c'était pas possible parce que il y avait déjà des gens. Donc j'ai pas que j'ai abandonné, mais je lui ai dit c'est dommage, il est pris. Et Caroline, qui est minutieuse, perfectionniste et entêtée,
à rappeler quand même. Non, mais un mois plus tard, parce qu'on le voyait toujours en ligne, et je dis, c'est pas Elle m'a dit, possible, on va même si quand un même dossier, rappeler. c'est pas normal. Et on a eu Et la on a chance. fini par avoir ce lieu qui est vraiment fait de briques et de broc, qui est bien dans son jus, qui a une très belle ouverture quand même sur la rue, qu'on n'avait pas à l'époque parce qu'on était calfeutré entre guillemets derrière un grand portail complètement plein. Là, on est Donc sur là, la rue. on est plus sur la rue, on a plus tout le voisinage qui vient nous voir. Bonjour, vous donnez des cours? Non, on donne pas de cours, ou pas vraiment. Enfin, mais c'est vrai que on se rapproche du centre-ville et on voulait faire des travaux et puis finalement, on a eu quelques péripéties qui ont fait qu'on n'a pas pu faire de travaux. On a fait mais des en petits fait, trucs quand même. oui. On a mis un lavabo, on a mis une fenêtre, on a mis des étagères. Le détail très important. Oui, mais quand même. Mais non, on a fait des petits trucs, mais on aurait aimé faire plus et on n'a pas pu. Mais en fait, on y est bien, on s'y sent bien. On s'est surtout rapproché du centre-ville, donc on a aujourd'hui 75 mètres carrés, donc c'est beaucoup plus viable pour nous parce qu'on a une production qui est beaucoup plus importante qu'au départ dans notre atelier de 28 mètres carrés. Mais Et voilà, on se demande comment on a fait. Ouais. Surtout qu'on n'avait pas d'eau à l'époque, donc on avait une dame Jeanne qu'on remplissait. Enfin, c'était un peu compliqué, mais voilà. Du coup, on est un peu plus dans le luxe aujourd'hui. Mais oui, dans l'atelier, est cool. On s'y sent bien. Est-ce que votre atelier est ouvert au public? Est-ce que vous recevez des gens? Ouais, on essaie de limiter parce que sinon on travaille pas. Parce que sinon on travaille pas et parce que c'est tellement devenu à la mode la céramie que tout le monde veut voir un atelier de céramque sauf que moi je suis toute seule toute la journée et France me rejoint après son travail vers 16h30 17h et le truc c'est que à partir du moment où j'ai un client, je reste 1 heure avec le client ou une demi-heure ou 3/4 d'heure et en fait tout le monde touche tout le monde casse, enfin pas casse mais la dernière fois France avait fait une fresque, il y a quelqu'un qui a mis les doigts dessus et là j'ai oh là là mince et enfin voilà. Donc on ouvre l'atelier surtout en décembre pour faire notre grosse vente de Noël, pour vider un peu les stocks, un peu tout ce qui est un peu Pour recevoir nos clients, pour qu'ils voient un peu nos pièces, voilà, mais pour les sinon, rencontrer une fois par an. Sinon non, c'est sur rendez-vous, plutôt pour des professionnels quand ils veulent parler avec nous d'un projet particulier. Mais surtout parce qu'on n'a pas de stock non plus. Donc c'est compliqué de recevoir des gens si on n'a pas de stock. Les étagères, il n'y a pas grand-chose dessus non plus. Donc voilà, on fait en sorte d'envoyer un catalogue et d'essayer de valider une commande en fonction à distance. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait commander sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut acheter vos créations? Alors c'est très très simple, c'est très limité et c'est voulu. On a un centre d'art, c'est la Villa Noailles, à Toulon ou ailleurs, dans le shop. Donc là, on a des vases et quelques pièces produites spécialement pour la villa. Ensuite, on a Sunalma, puisque c'est un lieu où ils vendent quasiment que de l'artisanat. Et ça, c'était vraiment dans l'idée qu'on se fait d'une boutique où on pourrait voir nos pièces. Et Provision, parce qu'on adore manger chez Provision, qu'on adore Gilles et Saskia, et que c'est à côté de l'atelier. Donc si quelqu'un veut voir nos productions, on va les envoyer dans ces 3 lieux. Mais sinon, c'est que sur commande. Est-ce que vous pouvez me parler d'un projet sur lequel vous travaillez en ce moment? Alors, jusqu'à présent, on livrait beaucoup des restaurants, des hôtels, des assiettes, des lampes, des projets particuliers ou professionnels. Et là, depuis le mois de je sais plus quand, qu'on a livré la fresque chez Popolo, on a des projets de fresques dans d'autres lieux sur Marseille et mais pas que. En cours de validation. En cours de validation. Comme on est corse, on est superstitieuse, mais on va pas tout dévoiler. Voilà. Donc là, c'est plus ma partie, mais ensemble aussi, puisqu'on fait des fresques dessinées, donc pour des restaurants ou des hôtels, mais aussi des fresques en relief. Voilà. Et donc sinon, les projets du moment, on livre, pas mal de restos. Là, notre premier resto avec lequel on a travaillé, c'était la Mercerie. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'ils ont nos pièces. Donc, ils nous ont demandé de reproduire un réassort et aussi de nouvelles pièces. Donc là, on est en train de livrer 260 pièces actuellement. Donc, c'est un assez gros boulot en ce moment. Et après, on a fait des pièces pour l'île de Gaby. On a pas mal de restos avec Sépia, Cantoche, l'épicerie idéale.
Double à Paris. Double à Paris. Et après, on a fait autre chose, mais on a fait un restaurant à Bandol où on a produit des appliques, on est sur aussi des miroirs, on est sur pas mal de choses à la fois. Comment Marseille nourrit votre créativité ? Déjà par la vie en général, les rencontres humaines, mais par exemple, le Jules et Jim sort d'un immeuble marseillais, donc tout ce qui est détail architectural ou autre. Les expos, les concerts. Les expos, les C'était concerts. ça qui rythmait notre vie avant la céramque. On était deux personnes qui m'ont beaucoup sortir ensemble. On a fait pas mal de festivals, pas mal d'expos. Et ça continue. Oui, et ça continue et ça nous nourrit beaucoup. Et puis la ville, elle nous ressemble un peu, c'est-à-dire que c'est un paradoxe, à la fois très turbulente, pas toujours aimée, un peu critiquée, un peu excentrique, un peu mauvaise fille, ça c'est un peu moi. Et puis après, la corniche, les beaux endroits, la beauté, la mer, ça c'est Caroline. Non, mais disons que le paradoxe de la ville, c'est un peu le paradoxe de Franca. Et la complémentarité aussi, parce que c'est tellement un bordel sans nom, c'est tellement excitant. Tu sors, tu te dis, je vais aller au restaurant un lundi soir et tu finis dans une free party, dans un bunker, au Good. Le lendemain, tu vas à l'Estac te manger des chichis frigis et voilà, c'est la folie. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui vous inspirent particulièrement ? Alors moi, j'ai une grande passion pour André Gasse. C'est mon idole. Vrai. C'est-à-dire que André a fêté ses 80 ans l'année dernière, que je le croise régulièrement dans tous les lieux sympas, branchés, bons, qu'il a toujours le bon mot, le bon goût, et que j'espère être comme lui à 80 ans. Oui, et c'est surtout de là où il est parti à vendre ses bijoux, à produire ses bijoux, à les vendre sur la plage à Saint-Tropez, et aujourd'hui avoir monté une multinationale dans le sens où il est vendu à travers le monde entier. Enfin, c'est une marque marseillaise quand même d'ampleur. Oui. Ouais, c'est vrai qu'André Gasse, c'est un peu la ref. Après, il y en aurait tellement. Enfin, Julia Samut, par exemple, qui est rentrée de Paris et qui a créé l'épicerie idéale, qui a fait un pari fou. Là où personne ne voulait aller. Ben voilà, là où personne ne se serait installé à Noailles. Enfin, il y en aurait. Après le trio de la mercerie qu'on adore. Oui, ben voilà. Bah après il y aurait, je sais pas moi, Sarah Espeut qui fait de la broderie, j'adore ce qu'elle fait. Il y aurait des photographes, il y aurait plein de marques en fait. Ouais, je trouve qu'à Marseille il y a vraiment beaucoup de gens talentueux, sympas, qui se prennent pas la tête, avec qui tu peux parler, chose qui peut pas vraiment arriver à Paris, où c'est plus l'entre-soi. Ici c'est l'entre-soi mais décontracté. Quelles sont vos petites habitudes en termes de lieux, de bonnes adresses ? Alors déjà du jeudi au samedi, on peut facilement être chez Provision pour déjeuner. Puisque c'est à côté. Parce qu'on n'est pas trop loin. Après, souvent un apéro à l'Abbaye, un apéro à la Relève. On a hâte que la Relève réouvre. Mais enfin moi je vis à Vauban, donc je suis assez souvent chez Figure. Moi, je suis au 5 avenue, donc j'adore la boulangerie Bonny, c'est la meilleure boulangerie de Marseille. Après, les 5 avenues, c'est aussi un endroit qui s'est bien développé depuis 10 ans, où il y a vraiment des gens cool, des restos qui commencent à s'ouvrir, plein de quartiers autour. On est entre les deux autoroutes, il y a le tramway, il y a le bus, et je suis agent immobilier aussi. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est vraiment un quartier qui mérite de se développer encore plus. Non, mais après même Noailles, enfin c'est il y a tellement de choses. Enfin moi je suis arrivée à Marseille en 2007 et il n'y avait pas eu encore Capitale de la Culture, c'est 2013, ça, en 2013. Ouais. Et ça a été la révolution. Il y a vraiment, moi tous les Ajacciens me disaient mais tu es taré, qu'est-ce que tu vas partir à Marseille, mais et là moi j'avais juste besoin du soleil. Et j'avais juste envie de voir autre chose et je voulais un peu fuir Aix-en-Provence, Nice parce qu'il y avait beaucoup d'Ajacciens. Parce que Marseille c'est plus Bastia en fait, c'est plus les Corses de Bastia. Je sais pas si c'est plus Bastia, mais en tout cas il y avait moins d'Ajacciens et c'était surtout plus grand. Si je voulais les éviter, c'était un peu plus facile. Et c'est vrai que moi j'ai pas
longtemps hésité. Enfin, je venais toujours à Marseille quand j'étais plus petite avec mon grand-père qui était un fou furieux de l'OM. Donc à chaque fois c'était OK, on va à Marseille et on va se voir un match. Donc j'avais pas le choix parce que j'étais avec mon frère et qu'on avait 1 an d'écart. Donc comme des jumeaux, je suivais. Et donc voilà. Et donc Marseille, ouais, c'est des souvenirs. Et puis finalement, on est des villageoises toutes les deux. Elle du sud, moi du nord, et que Marseille, c'est 111 villages. On l'oublie. Et puis, moi, j'ai acheté un appartement, enfin, une petite maison qui est tout en haut d'Auban. Et une fois que je suis garée, j'ai 110 marches à monter tous les jours. Donc, je suis perchée sur ma colline. Et vraiment, tout le monde enfin, genre, les livreurs me détestent. Bon, je fais pas souvent appel à des livreurs. Je fais pas souvent livrer de bouffe, de nourriture non plus, ni de plats à emporter. Mais par contre, c'est vrai que quand je rentre de vacances, que j'ai 25 kilos sur le dos de valise, là, je me déteste un peu. Mais par contre, une fois que je suis tout en haut chez moi, je suis trop bien. J'ai pas de bruit, j'ai une vue sur tout Marseille, j'ai un lever de soleil magique tous les matins. Donc, c'est ça Marseille, en fait. C'est assez fou parce que, on peut être dans le bruit, dans la fureur du centre-ville. J'ai toujours vécu, moi, dans le quartier des Antiquaires. Et quand j'ai dû acheter, j'ai acheté là-haut. J'avais pas trop prévu d'acheter à Vauban. Mais une fois que j'étais là-haut, j'étais bien. Et moi, je suis au 5 avenue, et même si là aussi c'est beaucoup plus bruyant, c'est vraiment le centre, il y a quand même des cœurs d'immeubles, des cœurs d'immeubles avec des endroits quand même encore un peu verts. Il y a le parc Longchamp, donc non, c'est cool. Comment percevez-vous l'évolution de Marseille ? C'est hyper positif. Déjà, oui. il y a beaucoup après, plus. Il y a des petits trucs négatifs, mais bon. Oui, mais d'accord, mais il y a quand même une offre qui est beaucoup plus importante, déjà en termes de restaurants, en termes de sorties, en termes de plein de choses. Et même l'arrivée des Parisiens depuis le Covid, c'est cool aussi parce que ça amène un renouveau, même si, certains sont un peu jaloux, certaines personnes qui avaient des idées mais qui n'ont jamais mis en place certaines choses, et les Parisiens débarquent et le font. Je trouve ça cool parce que ça amène de nouveaux challenges, et certains repartent aussi, parce qu'il y a certains Parisiens qui se font pas trop à la ville, et parce que Marseille, c'est pas easy tous les jours. Non, ça peut être entre guillemets violent. Ça peut être violent, mais c'est surtout violent par le bruit. Mais ça, après, tu sais, moi, j'ai mon copain, il habite à Hyères. Et quand je dors à Hyères, c'est les criquets et les oiseaux qui m'empêchent de dormir. Et lui, quand il vient ici, c'est les scooters. Moi, les scooters, je les entends pas. Ça fait partie de ma vie. En fait, on s'habitue à tout. Et à Marseille, les gens qui vivent à Marseille depuis tout jeune, ils sont habitués à la fureur de la ville. Donc, ils s'en rendent même pas compte. Et ça, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, c'est ce qui fait la spécificité d'une ville originale. Unique. Et unique, avec une architecture de malade au bord de l'eau. Qu'est-ce qui vous rend fier d'habiter à Marseille ? Bon, moi qui suis plus âgée, c'est vrai qu'avant, on cachait l'accent, on cachait le fait d'être Marseillais. Maintenant, j'ai l'impression que les gens qui sont partis sur Paris prônent leur origine marseillaise. Alors qu'avant, vraiment, moi j'ai des amis, ils disaient, on savait même pas qu'ils étaient Marseillais. Quand on les a vus réussir dans des architectes, des créateurs de mode, parce que Marseille a donné naissance à pas mal de créateurs en français, et ils avaient plus l'accent. Alors que que maintenant c'est plus du tout un défaut d'avoir l'accent marseillais ou de vivre à Marseille. C'est the place to be, the place to live. Qu'est-ce qui vous révolte, au contraire ? Je sais pas s'il y a des choses qui nous révoltent, parce que oui, évidemment, on va dire la saleté, le celui-là, mais c'est ça qui fait Marseille, au fond. Mais oui, parce que sinon tout le monde viendrait et les l'immobilier sont encore plus cher. Ouais, mais j'étais à Naples dernièrement. C'est pas si sale en fait. Et c'est quand même un bordel sans nom, c'est hyper sale aussi, mais en fait c'est Naples. Et je pense que si Marseille était complètement propre, ce serait pas Marseille, je crois. Ouais. Je pense, je sais pas. Alors c'est sûr que oui, ça serait mieux. Et puis après, on a tous 50 sacs plastiques qui filent dans la mer et tout ça. Moi, je sais qu'il y a du vent à Marseille, donc évidemment que les jours de vent, c'est plus sale. Mais quand on le sait, voilà. Et puis c'est pas tellement la ville en fait. C'est nous, les Marseillais. Parfois, on est un peu on n'a pas eu toujours des bonnes habitudes. Mais ça commence à aller mieux.
On va passer au portrait chinois à la sauce marseillaise. Si vous étiez une odeur. Le Monoeil. Non, tu t'es trompé de ville. On va dire. Bah, tu sais. Moi, je pense que je dirais j'hésite entre la fleur d'oranger et un peu les embruns. Parce qu'il y a toujours ce goût salé, il y a toujours, cette odeur un peu quand t'es au bord de l'eau c'est comme quand, aucun rapport, hein, mais quand je sors de l'avion, que j'arrive sur le tarmac à Ajaccio, il y a vraiment une odeur, tu vois. Et l'odeur du maquis, l'immortel. Et à Marseille. Et Marseille, t'as ça aussi quand t'es au bord de l'eau. T'as une odeur complètement différente, mais. Ouais. Tu as une odeur. Il y a quelque chose. Et si vous étiez un son? La musique. Dans la moi, rue, je dirais les gens qui se prennent la tête, qui se hurlent dessus. Non, moi, je dirais les gens qui, dans la voiture, ils mettent la musique à fond. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ça, voilà. Enfin, si vous étiez un goût. Un goût, la navette. L'ail, ouais, la navette. L'ail au lit, les trucs un peu forts, là, les oignons, le truc, la vinaigrette. Quel est votre premier souvenir de Marseille? Si vous vous en souvenez, bien sûr. Je me souviens de la vue parce que j'habitais au 18e étage de la Super Ouvière pendant une dizaine d'années et tu as une vue sur Marseille époustouflante avec des couchers de soleil de malade et j'étais toute petite et je me rappelle passer des nuits, des soirées à regarder toutes les petites lumières de la ville et de me dire que dans toutes ces petites lumières, il y avait des gens qui allaient être mes amis, mon amoureux. Je sais plus pourquoi je pensais ça, mais en fait, la vue de la Rouvière, elle est dingue. Exceptionnelle. Voilà, je me rappelle de ça. Moi, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'était vraiment un match de l'OM. Vraiment. C'était à chaque fois qu'on quittait Ajaccio pour un week-end, quelques jours en vacances, on était souvent avec mes grands-parents. Et c'était vraiment l'objectif de mon grand-père. S'il y avait un déplacement, c'était en fonction d'un jour de match. Voilà. Et après, à mes 17 ans, l'arrivée à Marseille, mais avec certaines copines. Mais c'est vrai que le tout premier, c'était vraiment ça. Comment décrirez-vous Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici? Je crois qu'il faut le voir pour le croire. Moi, je dirais que imagine les 111 villages, tous différents. Tu pars de l'Estac, tu vas jusqu'au Goude. C'est le bord de mer. Je dirais que c'est un bord de mer. Je sais pas combien il fait de kilomètres, mais tu mets 3/4 d'heure, en gros, même presque 1 heure entre les Goudes et l'Estac. Même plus s'il y a du la nuit, je dirais. Voilà, la nuit 3/4 d'heure. Donc je dirais que c'est vrai que la voiture, c'est quand même la religion de Marseille, hein, parce que. En même temps, c'est compliqué. Hein. C'est difficilement desservi, mais aussi parce que c'est structurel. Mais c'est vrai que si à Marseille t'as une moto, c'est quand même plus cool, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Et puis la nature dans l'eau, quoi. Les calanques. C'est ça, il y a tellement de, c'est tellement. Tu passes de différent. l'urbain à la au sauvage en une demi-heure. Qu'est-ce que vous regretteriez si vous devez quitter Marseille? Ma famille. La vie en général, ouais. En fait, il y a tellement de choses à la fois et en même temps qu'on pourra, d'autres choses qu'on pourra retrouver ailleurs. Caroline, tu partirais de Marseille. Oui, peut-être que je rentrerai chez moi aussi. Voilà, à Ajaccio. Moi, c'est possible aussi que je parte à Bastia quand je vais vieillir. Oui, à ta retraite. À ma retraite. Non, mais ouais, je crois que tout à la fois, en fait, c'est tellement un cocktail de plein de choses que la vie en général, quoi. Le soleil, comme ce qu'on disait tout à l'heure, les odeurs, les goûts, le mouvement, l'architecture, du chaos, tout. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous aimeriez partager sur quelque chose que vous auriez vécu ici, dans cet atelier ou ailleurs? Il y a Inès de la Fressange qui est venue la dernière fois. Donc tu te dis quand même. Au tout début de notre expérience dans la céramique, on a quand même vu Aime le Monde et elle débarquer à l'atelier à Saint-Just et les journalistes qui avaient peur qui n'arrivaient pas à trouver des Uber des taxis. Et ouais, voilà. Donc
quand même, on a vécu des choses délirantes de contraste de là où on était. Nous, on avait l'impression d'être des petites céramistes à Marseille, un peu perdus à Saint-Just. Mais déjà, l'ampleur qu'a pris Franca aussi. Ouais, l'ampleur. La vague, la façon dont on s'est foutu sur cette vague, et là où on est encore aujourd'hui, c'est improbable de se dire Marseille. Bon, Marseille est hyper en vogue, mais c'est grâce à Marseille. Je sais pas si Franca aurait marché aussi bien s'il avait été ailleurs. Bah, si on avait été à Paris, on serait été passé noyé inaperçu. dans la masse. Mais vraiment, ça a été notre point. On a été un peu exotique en fait. Mais d'ailleurs, je pense qu'on est plus exotique à l'extérieur que à Marseille, reconnu par nos contemporains, les gens qui parce qu'il y a quand même un gros potentiel artistique à Marseille. Il y a quand même des gens avec des hauts niveaux, et je pense qu'on est plus reconnu à l'extérieur finalement. En termes de possible. On est plus exotique. Mais voilà. Je pense que le duo et tout ça, comme on en dit tout à l'heure, le duo fait aussi beaucoup de choses. Je pense. Et puis la différence d'âge, et puis c'est improbable. Enfin, à chaque fois on me dit mais combien vous avez d'écart? 20 ans? Mais pourquoi vous êtes amis? Bon, on pense que je suis ta mère aussi, ou que tu es ma mère. Ouais, c'est ça. Surtout que je suis ta mère. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditrices de ce podcast? Achetez de la céramique artisanale. Arrêtez d'aller dans les grandes surfaces acheter de la vaisselle. Faites travailler vos petits artisans de quartier. Oui, mais tout corps d'état surtout, hein. Ouais, enfin, tout que ce soit de la céramique et tout ça. Mais en lien avec Marseille, c'est surtout Marseille, il faut l'appréhender gentiment. Enfin, il faut pas se sentir en terrain conquis. En terrain conquis. Et je pense que c'est comme ça que on pourra être humble. Adopté. Alors bon, voilà, c'est ça. Mais il faut quand même ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur. On l'a des fois un petit peu. Moi, ça m'arrive, et enfin toi aussi, hein. Et il faut être fier de ce qu'on est arrivé à faire, et fier de Marseille. C'est grâce à Marseille, et c'est grâce aussi à des gens comme nous que Marseille prend de la valeur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!